Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. Bonsoir à tous, voici le sommaire de ce journal. À 6 mois de l'élection présidentielle, le SDF lance une machine politique à grande vitesse. Joshua aussi, candidat du principal parti de l'opposition, a donné le ton d'une tournée nationale à Bouddha, une offensive de charme pour présenter ses atouts, son programme politique et convaincre les sympathisants et indécis de se mobiliser pour l'alternance démocratique au Cameroun en octobre 2018. Coup de projecteur ce soir sur l'avenir sombre des jeunes Camerounais qui embrassent le secteur informel après d'énormes difficultés d'accès à un emploi décent entre des conditions de travail exécrables, des salaires insignifiants et un dialogue social plus efficace. L'épanouissement social et économique des travailleurs est loin d'être au rendez-vous au Cameroun. C'est le dossier du 20h en prélude de la journée internationale des travailleurs. 13 ans après la privatisation de la Société nationale de l'eau du Cameroun, le gouvernement reprend officiellement la main sur la production, la maintenance et la distribution de l'eau potable à travers le pays, alors que le transfert vient d'être effectué de l'entité, la CDE, vers la Camouata. Des zones d'ombre persistent sur le cahier de charges qui a été attribué à l'entreprise publique pour améliorer l'accès à l'eau potable au Cameroun. On en parle dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Le rêve d'accéder à un travail décent s'est brisé depuis de nombreuses années. Titulaires d'un diplôme universitaire ou d'une formation professionnelle, ils sont nombreux des jeunes Camerounais contraints d'embrasser le secteur informel. Ils multiplient des sous-emplois dans des entreprises où les salaires sont insignifiants et irréguliers. Le dialogue social est inefficace. Des syndicalistes vont bien plus loin en dressant une montagne d'obstacles à l'épanouissement socio-économique des travailleurs au Cameroun. Reportage Joël Essenge et Marcelin Gansop. Pour les vendeurs à la sauvette qui écument les marchés de la capitale, leur parler de travail décent, c'est comme prêcher au désert. Ils ne se sentent aucunement concernés et se contentent de la difficile quête de la pitance quotidienne. Puisqu'on n'a pas trouvé mieux ailleurs, on se tourne vers ce qu'on peut faire quotidiennement. Donc on fait ce qu'on voit, ce qui peut nous rapporter quelque chose pour nourrir les enfants et tout. Quand on parle de travail décent, c'est un travail dont la rémunération est permanente. Alors qu'à la sauvette, la rémunération n'est pas permanente. Elle va en dents de scie. Donc aujourd'hui, tu peux gagner, demain tu peux ne pas gagner. Maintenant, la sécurité physique, en exerçant votre activité, si vous êtes victime d'un accident, je crois que c'est à vous seul de prendre en charge votre propre corps. Même si quelques acquis sont à mettre à l'actif des pouvoirs publics, beaucoup reste à faire pour que ces acteurs du secteur informel se considèrent comme des personnes exerçant un travail décent, au sens de la définition de l'Organisation internationale du travail. Parmi les acteurs du secteur informel, les sauveteurs en particulier, il y en a beaucoup qui se sont fait inscrire à la CNPS, c'est-à-dire qu'ils vont toucher également les pensions retraite. Il y a également les débuts de solutions que le chef de l'État a instruit la communauté urbaine et les pouvoirs publics tels que le Premier ministre, chef du gouvernement, a construit des recasements pour les sauveteurs qui améliorent valablement nos conditions de travail. Donc certains ne vendent plus dans la rue comme par le passé. Il y a des hangars qui sont construits surtout au marché de Mokolo. C'est dire que malgré les dispositions légales et réglementaires, il y a encore beaucoup de lacunes dans la construction d'un cadre de travail décent au Cameroun. Ce que dénoncent régulièrement les syndicats des travailleurs. Il faut tout faire pour que ces travailleurs puissent bénéficier de la sécurité sociale. Et il faut aussi qu'ils bénéficient du dialogue social. Vous savez que de temps en temps, ils sont traités par les autorités administratives. Ils ne doivent pas voir un beau matin qu'on vient dégager leurs marchandises
ou bien détruire les marchandises s'il n'y a pas eu d'abord dialogue social. C'est vraiment la voie la plus indiquée lorsque vous voulez régler le problème dans un pays. Cette année, la fête du travail se célèbre sous le thème dialogue social, facteur de promotion du travail décent et du progrès au Cameroun. Là encore, les syndicats des travailleurs trouvent à redire. Pour nous, au syndicat, nous devions plutôt parler du travail décent et non du dialogue social. Parce que le dialogue social, c'est au bout. Alors que avant ce dialogue social, il y a d'autres piliers qu'il faut respecter. Le travail décent repose sur 4 piliers et 4 paramètres qui sont loin d'être respectés au Cameroun. À ce sujet, je vous propose d'écouter le président de l'Union générale des travailleurs du Cameroun. Le premier pilier, c'est d'abord la création des emplois. Et qui a un autre sous-pilier, création de l'emploi dans le cadre de la transparence. Ce qui veut dire que lorsque des emplois se libèrent, les postes de travail se libèrent dans une entreprise que l'entreprise doit recruter, ça doit se faire dans le cadre de l'entreprise doit donner la chance à tous les Camerounais qui cherchent du travail. Le travail, les recrutements ne doivent pas être l'affaire des réseaux. Alors, le deuxième pilier, c'est le respect des droits des travailleurs. Il faudrait qu'une entreprise qui a les travailleurs en son sein, il doit respecter leurs droits. Ce qui veut dire qu'à chaque fois, il ne doit pas attendre les revendications des travailleurs, elle doit savoir exactement que les travailleurs ont leurs droits et il faut les appliquer au moment où il faut les appliquer. Le troisième pilier, c'est la sécurité sociale. Lorsque vous avez les travailleurs dans une entreprise, il faut les déclarer au niveau de l'organe de la sécurité sociale. Vous devez reverser les cotisations sociales retenues. Et quatrième pilier, le dialogue social. À chaque fois qu'il y a des problèmes au sein de l'entreprise, il faudrait que les travailleurs et les employeurs se retrouvent pour pouvoir essayer de régler ces problèmes-là. Voilà ce qu'on appelle le travail décent. Dans le département de la Mefoué à Famba, il existe encore des écoles publiques construites en matériaux provisoires. Certaines d'entre elles sont déjà dans un état de délabrement avancé. C'est le cas de l'école publique d'Akok. Il apparaît là-bas des conditions de travail difficiles pour 2 enseignants. Ils sont tout seuls dans cet établissement scolaire, dépités, ils n'ont pas le cœur à célébrer la fête du travail. Charles Milingui, Joël Essengé et Ike Cyril. Je vous parlais donc de ce reportage réalisé à l'école publique d'Akok, là où les conditions de travail sont intenables pour 2 enseignants. C'est une école construite en matériaux provisoires, des bâtiments qui sont dans un état de délabrement avancé. C'est le constat que font nos reporters Charles Milingui, Ike Cyril et Joël Essengé. Levée de couleur à l'école publique d'Akok, dans l'arrondissement de Dzingdouane, département de la Mefoué à Famba, région du centre. La levée se passe bien, apparemment, mais c'est l'arbre qui cache la forêt. Construite en paille, l'école publique d'Akok est abandonnée dans la broussaille. Nos bâtiments, vraiment, vous pouvez le constater, ce n'est pas vraiment aisé. Il faut des bâtiments, il nous faut du matériel, les tables bancs, les bureaux, nous manquons vraiment de tout. Nous travaillons dans la boue, vous pouvez le constater. Les conditions de travail sont vraiment pénibles. Il s'agit en réalité d'un complexe scolaire comprenant une école maternelle, première et deuxième section, et une école primaire à cycle complet. Si une seule maîtresse tient les 2 sections de la maternelle, un enseignant, le directeur seul, tient toutes les classes de l'école primaire de la CIL au CM2. Le directeur n'a pas de bureau, les salles de classe n'ont pas de bureau. Déjà qu'il n'y a pas de bâtiment, on ne peut pas parler de tableaux. Le matériel même didactique, nous ne l'avons pas tellement. À l'école primaire d'Akok, les élèves n'ont jamais vu à quoi ressemble un ordinateur. Pourtant, ils doivent suivre les cours d'informatique. Ici également, il n'existe pas d'espace pour les cours d'EPS. Pourtant, les enfants doivent subir les épreuves physiques et sportives au CEP. Nous sommes vraiment dans une zone enclavée. Nous n'avons pas d'énergie, nous n'avons pas de stade, parce que nous avons les élèves du cours moyen 2 qui doivent présenter les examens officiels de CEP.
n'ont pas un stade approprié pour faire le sport. Nous avons des disciplines comme l'informatique. Comment est-ce qu'un enfant peut vraiment être au courant de cet appareil pour le manipuler? Ne serait-ce que voir cet appareil des yeux, le manipuler et essayer de voir les touches et tout ça. Donc vraiment, nous sollicitons encore le secours du gouvernement. Les frais d'APE ont été revus à la hausse. Ils avoisinent les 20 000 francs CFA par enfant. Mais jusque-là, pas facile de sauver l'école publique d'Akok. Et les parents préfèrent prendre leurs enfants ici et les envoyer un peu plus loin ailleurs. Pourquoi? Parce que l'école est délabrée et puis on ne peut pas... Nous avons été obligés d'élever le taux de l'APE jusqu'à une somme de 20 000 francs par tête pour que nous essayions de faire ce qu'on peut faire à ce niveau, là où nous sommes là. Si déjà, dans beaucoup d'écoles, est-ce que l'APE atteint la somme de 20 000 francs? On n'a pas de l'eau à l'école, ni pas de la purine. On n'a rien, pas de dispensaire, pas de lumière. Et tout ce que les enfants font à l'école comme ordinateur, on va les faire avec quoi? Pas évident dans ces conditions de parler de travail décent aux deux seuls enseignants de l'école primaire d'Akok en cette période de fête de travail. Toujours dans ce chapitre, le sous-emploi et le chômage des jeunes sont assez élevés à Maroua, chef-lieu de l'extrême nord. Là-bas, des jeunes manquent d'opportunités d'emploi décents. Ils souffrent également de manque criard d'une formation professionnelle qui répond aux exigences du monde du travail à l'extrême nord du Cameroun. Les autorités locales les ont orientés vers la création des activités génératrices de revenus. Amadou Daïrou et Julingue Nyondé. La lutte contre le chômage s'intensifie à Maroua, dans la région de l'extrême nord. Principal frein à l'épanouissement des jeunes, nombreux parmi eux ont choisi de se lancer dans les petits métiers afin de subvenir à leurs besoins. Que ce soit la couture, la coiffure et bien d'autres secteurs d'activité, hommes et femmes résidant dans cette ville semblent s'y intéresser particulièrement. Le constat a été fait lors d'un atelier baptisé Journée de l'emploi, organisé par le Fonds national de l'emploi. L'initiative a drainé du monde, en majorité des jeunes, à la recherche d'un emploi. Confrontée à un taux d'alphabétisation jugé faible, la ville de Maroua a de la peine à prendre son envol, car beaucoup de familles hésitent à envoyer leurs enfants à l'école. La rencontre organisée au siège du Fonds national de l'emploi a réuni 600 participants, parmi lesquels 400 filles venues de divers coins de la région, ainsi que des réfugiés. À 6 mois de l'élection présidentielle, le SDF lance sa machine politique à grande vitesse. Je vous le disais en titre, Joshua aussi, candidat du principal parti de l'opposition, a donné le temps d'une tournée nationale à Bouddha ce lundi, une offensive de charme pour présenter ses atouts, son programme politique afin de convaincre des sympathisants et des indécis de se mobiliser pour l'alternance démocratique dès octobre 2018. Compte rendu de ce meeting qui a fait foule à Bouddha, c'est avec Raphaël Tchoko, Dallas Kana et Jean-Paul Chouniat. Une entrée sur scène en fanfare. C'est sa première apparition publique dans un meeting après son élection comme candidat du Social Democratic Front pour la présidentielle de 2018. Et c'est le chairman, Lee John Frundi, qui présente l'honorable Joshua aussi aux populations des Bamboutos et de la région de l'Ouest. I don't come here today for open campaigns. No. I come today for introduce una flag bearer. Open campaign. Cette présentation officielle et publique du porte-étendard du SDF est le point de départ d'une tournée nationale des dirigeants du pays pour porter le message d'espoir et de changement. Le changement n'est pas une chose qui vient pour une seule personne. Le changement arrive pour nous tous. Devant une foule immense de militants et sympathisants,
Le candidat du Social Democratic Front sensibilise tous les citoyens en âge de voter, de s'inscrire sur les listes électorales. Ne nous trompons pas, nous devons pousser les Camerounais à s'inscrire et à s'inscrire massivement. C'est l'arme fatale du RDPC. En pleine fête du travail, Joshua aussi fait aussi un clin d'œil aux travailleurs pour l'amélioration de leurs conditions de vie quand il sera président de la République. Parce que nous sommes sociaux-démocrates. Ça veut dire que nous protégeons les travailleurs. Et comment arrêter avec ce Cameroun où une petite oligarchie exploite le travail tous les autres Camerounais. Des différents discours prononcés à la place des fêtes de Bouddha, tous les cadres du SDF et les militants de ce parti affirment leur détermination à reconquérir plus de communes et de sièges de députés à l'Assemblée nationale aux prochaines élections municipales et législatives de cette année. Autre sujet d'actualité, c'est la fin du contrat d'affermage avec la Camerounaise des eaux, 13 ans. Après la privatisation de la Société nationale de l'eau, le gouvernement reprend la main sur la production, la maintenance et la distribution de l'eau potable. Jusqu'ici, 2 entreprises publiques et privées assuraient ces missions. La clôture du contrat d'affermage étant officialisée, c'est désormais la Camwata qui va assurer la distribution de l'eau potable au Cameroun, pouvoir assurer les différentes facturations et les aspects commerciaux dans le cadre des services publics de l'eau potable. Le ministre de l'eau et de l'énergie, le ministre des Finances ont fait le déplacement à Douala pour la signature de la fin du contrat d'affermage entre un groupement d'actionnaires marocains, l'État du Cameroun et la CDE. Sur les enjeux de cette nouvelle configuration dans le secteur de l'eau, je vous propose d'écouter Gaston Elondo Isomba, ministre de l'eau et de l'énergie, qui revient sur les enjeux de la fin du contrat d'affermage et le transfert qui a été effectué à la Camwata. Cette cérémonie vient consacrer la fin du contrat d'affermage dans le service public de distribution d'eau, contrat que l'État a signé avec la CDE. Il s'agit de la volonté du chef de l'État de rendre ce secteur beaucoup plus efficient. Qu'est-ce qui va changer concrètement? À court terme, vous devriez savoir que la tarification ne va pas changer. Les interlocuteurs seront exactement les mêmes. Le président de la République a décidé que les 1400 employés de la CDE soient intégralement reversés à la Camwata. Comme je l'ai dit, c'est beaucoup plus par souci d'efficacité. Ce secteur devra recevoir davantage des investissements pour assurer un service public de meilleure qualité. Dans le reste de l'actualité, la toile s'enflamme depuis la suspension d'une Camerounaise des vols de la compagnie aérienne Camerco. La décision du directeur général suscite une levée de boucliers et la controverse sur les réseaux sociaux. Des anciens cadres de la défunte Camer se déchirent même autour de cette décision. D'aucuns contestent la mesure prise par le directeur général de Camerco au sujet de cette suspension, estimant que c'est de la non-qualité pour une compagnie aérienne. D'autres, par contre, saluent la démarche qui vise à préserver l'image de cette compagnie aérienne. Les différents points de vue divergents sont présentés dans ce reportage de François Dikoumet et Kediara. Le fait pourrait se transformer en affaire d'État, provoqué par de nombreux commentaires de citoyens mécontents, à la fois sur la toile et dans les chaumières. À l'origine, une note de service publiée en interne par Ernest Dikoum, le directeur général de Camerco, traitant de la suspension d'une passagère sur le réseau de la compagnie. On lui reproche d'avoir volontairement détruit le coussin d'assises d'un siège avant de le photographier et le publier sur les réseaux sociaux, ce malgré les mises en garde répétées de l'équipage à l'endroit duquel elle a tenu des propos désobligeants
et injurieux. Mais la note, qui était supposée rester en interne, va faire l'objet d'une fuite et sera diffusée sur les réseaux sociaux le même jour, provoquant une levée de boucliers de la part des Camerounais. Pour Nounaï Nounaï, spécialiste des questions aéronautiques, cette note de service est regrettable et inopportune à plusieurs égards. L'accusation du directeur général est non fondée parce que n'ayant aucune preuve documentée, le directeur confirmerait par cela la mauvaise qualité des services fournis et démontrerait enfin l'incompétence de ses conseillers administratifs et juridiques. Maître Célestin Kengoum, quant à lui, pense que la décision du directeur général est une faute pénale, tandis que pour Justin Barson, il faut tout simplement faire une chaîne de partage de la publication de Dame Tankwa pour provoquer le changement. La Fondation camerounaise des consommateurs fera également une sortie dans la soirée du 27 avril pour dénoncer cette décision qui qualifie de flagrante de la loi cadre numéro 2011/012 du 6 mai 2011 portant protection du consommateur au Cameroun. Une loi qui, à son article 12, alinéa 2, stipule que le consommateur ne doit pas être privé de la possibilité d'acquérir une technologie, un bien ou service, à moins qu'il n'en soit exclu par un test particulier. Des arguments que les défenseurs de la compagnie aérienne balaient du revers de la main. Dans l'une de ses multiples sorties sur la question, Yolande Biodon, ancienne hôtesse de l'air et ex-cadre de Camerco, assure que selon la réglementation internationale en matière de transport aérien, un passager qui tient des propos injurieux à un membre de l'équipage ou détruit un matériel doit être débarqué par le commandant de bord dans l'immédiat. Le directeur général de Camerco aurait par son acte qu'elle juge courageux posé un acte qui précise la démarcation entre liberté et libertinage. Les sièges endommagés dans un avion les rend inopérationnels. Ils ne sont de ce fait pas vendus. Les coussins, poursuit-elle, ils sont maintenus simplement parce que ce sont des moyens de flottaison, en cas d'amérissage et plus encore. Une analyse qui, plutôt que de calmer les ardeurs des Camerounais, va concourir à relancer la polémique. Aux tentatives menées, en vue de rencontrer les responsables de Camerco resteront vaines, mais les informations que nous donnerons sous anonymat, un cadre de la compagnie, tondent dans le sens des détails apportés par l'ex-hôtesse de l'air, Yolande Biodon. Le torchon brûle au sein du conseil municipal de Melan, dans le département du Mungo. Certains conseillers municipaux accusent le maire d'avoir surfacturé l'achat d'un camion poubelle. Le mis en cause conteste ces accusations et refute de telles allégations. Il justifie la transaction et estime qu'elle est légale. L'arbitrage du préfet a été sollicité lors d'un conseil municipal plutôt houleux qui s'est tenu il y a quelques jours. Des précisions avec Cyril Djemba et Xavier Foucault. Guerre fratricide entre les élus locaux de la commune de Melan dans le département du Mungo. L'objet du désaccord, c'est l'utilisation du budget d'investissement par le maire Jean Cueté, accusé de détournement par Enone Eugène, conseiller municipal dans la même commune. Pour faire face aux problèmes d'insalubrité dans la ville, le maire a doté sa commune de ses camions poubelles. Mais le prix d'achat ne fait pas l'unanimité entre les partis. 12 millions, c'est ceux qui ne connaissent pas. Les petits K4 non climatisés coûtent autour de 20 millions. Celui-là, quand il parle d'un camion comme celui-ci, un camion professionnel à 12 millions, je lui mets à défi que même avec 70 millions, on ne peut pas payer un camion comme celui-ci. Un camion, au dit du maire, capable de transporter au moins 25 tonnes de déchets pour rendre Melan plus propre. Et non est Eugène, qui n'a pas souhaité s'exprimer, crie au scandale. Au cours d'une visite qu'il a effectuée pour s'enquérir de la situation, le préfet Galimgon Irénée a tenu avec les partis un conseil. Il a tout d'abord félicité les protagonistes, les conseillers pour leur travail de suivi et le maire pour les travaux déjà exécutés dans la ville. Au sujet du présumé détournement, il a tiré les choses au clair. Nous voulons dire aux honorables conseillers que même nous-mêmes, nous rencontrons les mêmes difficultés avec les projets du budget d'investissement public. Donc je voudrais seulement exhorter M. le maire et son exécutif municipal à continuer à se battre.
Mais croyez-moi, ceux qui parlent de détournement de carton de crédit, je ne sais pas comment on peut détourner un carton de crédit, parce qu'en réalité, c'est des procédures très complexes où on a beaucoup d'intervenants, beaucoup d'acteurs, et ce n'est pas évident. Avant de prendre congé, le préfet a insisté sur le fait que ces élus locaux doivent tout mettre en œuvre pour préserver un bon climat social à Mélon, très proche de la région du Sud-Ouest. Une scène de vindicte populaire a failli virer en un lynchage d'un présumé meurtrier à Bafia, soupçonné d'avoir ôté la vie au nommé Idrissou Abou. Son arrestation n'a pas calmé les ardeurs des populations. Le commissariat de cette localité de Bafia a même été pris pour cible. Les manifestants aux esprits surchauffés voulaient se rendre justice sans aucune forme de procès. Reportage Emmanuel Diop et Guy Zogo. C'est une foule en furie qui a pris d'assaut le commissariat de sécurité publique de la ville de Bafia pour réclamer qu'on lui remette le dénommé Abou Idrissou, âgé de 20 ans, accusé de meurtre afin qu'elle procède à son lynchage. C'est donc tant bien que mal que les policiers du commissariat de sécurité publique du chef-lieu du département du Mbam et Enugu ont pu contenir la colère des populations, déterminées à se faire justice alors que le présumé meurtrier était auditionné. La raison de la colère des populations de Bafia s'origine dans des faits qui remontent à il y a quelques jours. En effet, le corps sans vie du dénommé Yakoubou, âgé de 24 ans, avait été retrouvé pendu haut et court. Dans le même temps, sa moto flambant neuf avait disparu. Un engin qu'il avait acquis après avoir cessé ses activités de boutiquier suite à la mort de son patron. Depuis lors, les fins limiers de la police surveillaient le sieur Abou Idrissou, originaire de Bafia, qui avait trouvé refuge à Ça, dans le département de la Léquier voisin, pour faire oublier son forfait. Revenu à Bafia, sa cavale a pris fin dans un restaurant de cette ville lorsqu'il a été surpris en possession d'une facture vierge destinée à la vente de la moto volée au défunt. Alors que Abou Idrissou a été déféré devant le procureur de la République, la mère de Yakoubou, elle, est inconsolable. Un haut commis de l'État qui rejoint la prospérité lors de son inhumation à Bamena, dans le département du Ndé. Jean-Baptiste Yonke, ancien ministre de l'Agriculture, également haut fonctionnaire des Nations Unies, a reçu la reconnaissance de l'État et l'hommage de ses proches. Il a été élevé à la dignité de grand officier de l'ordre de la valeur à titre posthume. Compte rendu, Jérôme Narcisse Sobzé. Depuis samedi dernier, l'ancien fonctionnaire du système des Nations Unies et ancien ministre de l'Agriculture de la République du Cameroun, Jean-Baptiste Yonke, repose désormais dans le caveau familial à Bamena, dans le département du Ndé, région de l'Ouest Cameroun. Le défunt a été accompagné à sa dernière demeure par une procession dans laquelle on pouvait reconnaître, en dehors de la famille et des ministres du culte, le gouverneur de la région de l'Ouest, M. Awaponka Augustine, représentant personnel du chef de l'État aux obsèques officielles. Le message de condoléances du chef de l'État, le président Paul Biya, sera lu par le préfet du département du Ndé, M. Oumarou Amanwabi, qui honorera jusqu'au bout la mémoire de ce haut commis de l'État dont le monde s'accorde à reconnaître la vivacité intellectuelle et l'intégrité. Ingénieur agronome de formation, M. Jean-Baptiste Yonke, que j'ai connu personnellement, fut un haut commis de l'État, fonctionnaire d'un rang élevé aux Nations Unies, avant de devenir mon collaborateur au gouvernement. Par ailleurs, il dirigea la Sodérim. M. Jean-Baptiste Yonke était apprécié pour sa compétence, sa sobriété et son intégrité. Avec sa disparition, le département du Ndé perd une élite et le Cameroun un fils digne et patriote. Sur le site des obsèques, le représentant personnel du chef de l'État a trouvé d'autres membres du gouvernement, des délégations venues de diverses familles professionnelles du défunt, des opérateurs économiques, l'élite du Ndé et des milliers d'anonymes. Pour son œuvre et ses qualités morales, le représentant du chef de l'État l'a élevé à la dignité
de grand officier de l'ordre de la valeur à titre posthume. Décédé le 24 mars 2018 à Yaoundé, de suite de maladie, Jean-Baptiste Yonke, âgé de 83 ans, était marié et père de plusieurs enfants. Dans l'escale internationale, le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, est le premier chef d'État africain reçu à la Maison-Blanche en visite officielle. Les deux présidents américains et nigérians doivent discuter des questions relatives à la sécurité et la lutte contre le terrorisme au Nigeria, mais aussi en Afrique subsaharienne. Un agenda économique pourra s'inviter à cette rencontre au sommet des deux États nigérians et américains. On fait le point avec Gladys Sidier. La lutte contre le terrorisme et le développement économique du Nigeria sont les principaux sujets au cœur des échanges entre les deux dirigeants. À travers cette rencontre, Donald Trump confirme que les États-Unis continuent à voir le Nigeria comme un partenaire important sur le continent. La coopération entre les deux pays a d'ailleurs augmenté sous l'administration Trump. C'est un déplacement qui tombe à point nommé pour Muhammadu Buhari à moins d'un an de l'élection présidentielle. Cette visite est un atout dans sa campagne de réélection. Lui qui avait promis d'éradiquer le terrorisme dans son pays lors de son élection en 2015. Le Nigeria entre dans sa 9e année de lutte contre le groupe djihadiste Boko Haram, un conflit qui a fait plus de 20 000 morts et des centaines de milliers de déplacés. Aucun accord commercial important n'est attendu, mais les deux hommes parleront aussi des moyens d'approfondir leur coopération économique. Muhammadu Buhari, qui cherche à être réélu en 2019, et ce, malgré la fronde politique, va sans doute évoquer les réformes agricoles de son administration et souligner son engagement envers la démocratie. Un public reportage dans ce journal. Orange Cameroun connecte les universités. Un accord cadre vient d'être signé entre le leader de la téléphonie mobile et le ministère de l'enseignement supérieur. Reportage. Au bout d'une année de discussions, d'échanges et de dialogues, Orange Cameroun et le ministère de l'enseignement supérieur matérialisent leur volonté commune d'œuvrer à la transformation numérique des universités camerounaises. Orange Cameroun a décidé d'accompagner le don présidentiel de 500 000 ordinateurs. Le mot magique, c'est la connectivité. Ils ont des ordinateurs, ils ont des logiciels Microsoft, ils ont des processeurs Intel, c'est déjà très bien, mais avec Orange Cameroun, ils iront plus loin dans cette connectivité. Vous savez d'ores et déjà que la partie chinoise est en train de construire depuis le début de cette semaine des centres de développement du numérique universitaire dans chaque institution universitaire camerounaise. Orange Cameroun, qui est une grande entreprise mondialement connue, qui est également une grande entreprise citoyenne, a donc décidé de venir au secours des étudiants camerounais. La signature de cet accord cadre consacre l'engagement de Orange Cameroun à apporter des solutions à la fois simples, fiables et concrètes à diverses problématiques qui relèvent aussi bien de la connectivité que de l'accès au savoir, en tenant compte de la spécificité des étudiants. On va rappeler que Orange est présent avec le ministère de l'enseignement supérieur depuis très longtemps. Nous avons développé beaucoup de programmes dans le passé et aujourd'hui avec cet accord cadre, nous allons pouvoir continuer ce que nous faisons ensemble, apporter plus de connectivité dans les universités. C'est un programme cadre, on travaille avec chacune des universités pour offrir des solutions adaptées aux étudiants, à la fois en termes de connectivité qui est la base, mais aussi pour aider à la mise à disposition de contenu. Je pense que les étudiants ont besoin de connectivité, ils ont aussi besoin de contenu, ils ont aussi besoin de support. Et réellement, on veut, comme nous l'a dit Monsieur le Ministre, pouvoir mettre à disposition des 500 000 ordinateurs qui ont été offerts par le chef de l'État, une vraie connectivité qui permette aux étudiants de travailler. Ainsi s'ouvre une page édifiante de la transformation numérique au sein des universités camerounaises. C'est un projet auquel Orange Cameroun accorde le plus grand intérêt et qui tient également à cœur le gouvernement de la République. Les divers services qui seront offerts aux étudiants camerounais le seront gracieusement. C'est-à-dire qu'on ne va pas alourdir le budget déjà précaire des étudiants camerounais. On apporte plutôt, Orange Cameroun apporte une plus-value digitale
à nos étudiants. Je crois que c'est une chose, c'est un avantage extrêmement important pour ces étudiants qui doivent être arrimés, comme l'a souhaité le chef de l'État, au cyberespace planétaire. L'univers de l'enseignement supérieur n'est pas étranger à Orange Cameroun. L'opérateur de téléphonie mobile y déploie ses ailes à travers divers projets qui constituent de formidables opportunités d'accès aux cours, aux travaux de recherche nécessaires à l'acquisition, à la production et au renouvellement des savoirs. Et Orange Cameroun entend aller plus loin dans cet ancrage qui se consolide dans les universités, au grand bonheur du corps enseignant et des étudiants. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition du 20h, l'émission 100% foot, présentée par Sylvestre Hippolyte Zangao. Bonne soirée sur Equinox Télévision.